Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. De retour en direct des Sables d'Olonne pour suivre la conférence de presse de Charlie Dalin qui a donc passé la ligne d'arrivée en premier ce mercredi soir. Très cher confrère, ok. Ça fait 4 jours que tu te bats pour arriver ici, le premier. Tu y es, tu as retrouvé cette grande population, peut-être pas aussi nombreuse que tu l'imaginais, mais il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'euphorie, il y a beaucoup de choses. Tu as retrouvé la terre. Est-ce que tu goûtes tous les plaisirs que tu vis, qui te sont proposés depuis que tu as passé cette ligne d'arrivée en premier? Les plaisirs que je vis. Ouais. Le fait de retrouver tout le monde, la famille, cette euphorie, c'est... de retrouver mon fils, de retrouver Perrine, de retrouver mes partenaires, de retrouver mon équipe. C'était un moment que j'attends depuis longtemps. Je suis beaucoup projeté sur l'arrivée, sur retrouver que j'étais projeté que Oscar monterait sur mon bateau. Mais bon, c'était Zodiac, mais c'était bien quand même. Et il aime bien faire de la colonne faire la colonne sur le bateau. Donc, mais je suis content de l'avoir trouvé dans ce chenal et retrouver Perrine et de retrouver toute l'équipe. Ouais, c'était aussi un moment, c'est toujours émouvant aussi quand l'équipe monte à bord. C'est les premiers qui montent à bord une fois que la ligne, c'est les derniers qui descendent du bateau. Quand on part, ils sautent à l'eau les uns après les autres. Et d'ailleurs, c'est un peu on sait qu'il n'y a pas de retour. Une fois qu'ils ont sauté à l'eau, ils ne reviennent pas à bord. Et donc, on sait que moins il y a de membres de l'équipe à bord, moins il y a de bruit, et plus l'heure du départ approche. Et en fait, l'inverse se produit à l'arrivée. Et ils montent les uns après les autres, et ça fait du bien de les revoir après avoir échangé avec eux pendant 3 mois pour. Je les ai forcément sollicités sur tous les petits problèmes techniques que j'ai pu avoir. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre depuis que je suis à terre? Le petit pool média. J'ai droit à une pizza tiède. Et j'ai droit à un contrôle antidopage. Pour l'instant, en termes de plaisir terrien, c'est pas dingue, mais en tout cas, mais c'est pas ça qui compte. Je suis content de retrouver mes proches et d'avoir franchi cette ligne d'arrivée avant le second. Là, c'était un objectif que je m'étais fixé. Donc, objectif atteint. Ton équipe qui revient à bord, c'est la fin de ton aventure en solitaire. Tu t'es senti seul par moment sur ce Vendée Globe? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que tu t'es senti seul? Senti seul. On se sent seul quand il y a des gros soucis à régler, quoi. C'est sûr que quand par exemple, quand tu montes au mât tout seul en tête de mât, tu sais que tu peux compter que sur toi. Pour arriver là-haut et pour redescendre en toute sécurité. Quand tu fabriques une cale de foil avec les moyens du bord, c'est toi qui opères, mais après tu te sens quand même entouré par l'équipe, quoi, même si c'est à distance. Mais en fait, la solitude, on la ressent surtout dans les difficultés, quoi. Quand tout se passe bien, tout roule. Mais quand il y a certains problèmes techniques qui sont quand même pas simples à régler tout seul, et c'est la solitude. Moi, j'ai surtout ressenti à ce moment-là, mais sinon, j'ai pas souffert de la solitude. J'ai pas le sentiment d'avoir souffert de la solitude sur ce Vendée, quoi. Donc, de toute façon, t'as pas le temps de souffrir de la solitude. T'es tellement à l'heure des. C'est ton bateau qui dicte tout, quoi. C'est ton bateau et le vent et la variation de vent, quoi. Si une nuit, le vent il passe son temps à changer de direction et de force, et tu peux pas dormir, quoi. Tu fais que ça. C'est arrivé un peu dans l'Atlantique Sud ou dans le poteau noir. C'est comme ça. Si à un moment, quand le vent faiblit, faut renvoyer de la toile. Ok, on y va. Et donc c'est vraiment le bateau et les conditions qui dictent
qui dicte tout. Et en fait, voilà, on m'avait dit prends des séries, prends des films, prends des livres. Alors je crois que j'ai regardé genre un demi-épisode d'une série, mais j'ai pas. On m'a offert un livre à Noël. J'ai un livre en cadeau de Noël, je l'ai pas lu. On m'a offert un bouquin de Sudoku, je l'ai pas ouvert. On m'a offert un Rubik's Cube, autant dire qu'il est toujours nickel. En fait, je me suis vraiment pas. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer, quoi. Il y a toujours quelque chose à faire. En fait, quand il y a des zones calmes, on profite pour bricoler, pour rattraper la liste des choses à réparer ou on dort tout simplement, quoi. On récupère. Donc, en fait, je me suis jamais ennuyé, mais pas une seconde sur ces 80 jours. Ouais, tu parlais du Sudoku, hein. On t'a vu sur une vidéo mythique où tu essaies de manger, avec la fourchette qui passe à peu près à 2,50 m de ta bouche. On imagine que pour faire des croix ou rajouter des chiffres dans une grille de Sudoku, ça aurait été assez compliqué. C'était, si je me souviens bien, des conditions assez stables. C'est vraiment l'enfer, 80 jours sur ce bateau. De quoi, pardon Je suis spécialiste des questions qui ne veulent rien dire. C'est vraiment invivable, ces bateaux-là. Est-ce que c'est invivable? Ça dépend des conditions. Hein. C'est sûr que des fois, on est content quand il n'y a pas beaucoup de vent, quoi. Des fois, on est content parce que ça fait du bien, on arrive à bien récupérer, on arrive à mieux dormir. Après, c'est vrai que mon bateau, c'était plus le même en fait en bâbord et tribord, quoi. C'était pas les mêmes mouvements, c'était pas les mêmes angles de gîte. J'ai passé 8 jours, je crois, à peu près 8 jours en tribord à mur sur le mauvais foil pour remonter l'Atlantique. Là, j'ai un peu mangé mon pain noir. Obligé de naviguer très toilé, très gîté pour récupérer de la puissance, quoi. Et voilà, c'était pas. Voilà, j'ai l'impression que j'allais devenir me transformer en Dahu. Au bout d'un moment, le bateau, je naviguais avec entre 25 et 30 degrés de gîte, avec la outrigger à fleur d'eau. C'est la seule façon d'avancer. Et quand tu as la chance d'avoir ton foil qui marche, tu navigues plus à plat, mais ça tape fort. Et voilà, notamment dans la descente de l'Atlantique, il y a eu quelques phases où on a pu exploiter un peu les foils, et aussi en remontant, il y a eu quelques brefs moments en bâbord à mur sur la remontée de l'Atlantique où ça a pu accélérer un peu. Et là, ça tape fort, mais après, Apivia, c'est un bateau sur lequel je navigue depuis 2019. Du coup, je parlais de normes tout à l'heure. Ma norme, c'est que ça tape, quoi. De toute façon, à un moment donné, on peut pas aller vite gratuitement, on peut pas aller vite sans que ça coûte quelque chose. Donc voilà, il faut accepter que ça tape, c'est comme ça. Et voilà, ça fait partie du jeu. C'est sûr que j'ai une remontée de l'Atlantique qui aurait pu être beaucoup plus rapide, mais qui aurait été sûrement beaucoup moins inconfortable du coup. Même si naviguer entre 25 et 32 degrés J, c'était quand même pas super. C'était pas des plus agréables, quoi. Et voilà, je suis pas habitué à vivre à bord comme ça. Mais invivable, oui, dans certaines conditions, mais après ça dure jamais très très longtemps. Ce qui était compliqué, c'est dans les mers du Sud, notamment l'Indien, où en fait la mer était courte, et voilà, donc c'est assez frustrant en fait d'avoir un foiler dernière génération et de pas pouvoir l'exploiter, quoi. Et en fait de se rendre compte que des bateaux avec des carènes beaucoup plus roquées, c'est un peu technique, mais un peu plus arrondies sur l'arrière, en fait permettaient de mieux passer dans la mer. Moi qui ai une carène extrêmement tendue, et en fait à un moment j'ai passé une semaine avec le bateau qui plantait toutes les 15 secondes, et j'en pouvais plus, quoi. Je pouvais plus, là, toutes les 15 secondes, il y a des décélérations. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, là, j'ai des filets qui me permettaient de pas terminer dans la structure. Et je veux dire qu'ils ont servi plus d'une fois. Et plus d'une fois, j'ai atterri dans mes rattrapes Charlie. Et donc voilà, je me suis pris d'ailleurs une porte de descente, la porte de descente, ce qui m'a fait un cocard. Je sais plus à quel moment c'était, mais ouais, j'ai eu ça aussi. Voilà, c'est les plantées de bateaux dans l'Indien, là, c'était un peu une semaine avec un planté toutes les 10 secondes.
je sais pas combien de plantées ça fait, mais voilà, au bout d'un moment, ça tape un peu sur le système. Mais voilà, après, il y a des moments, des super moments, quoi. Là, ces derniers jours, là, la mer était. Bon, ça plantait un peu, là, ces derniers jours à la fin, mais un peu avant, là, quand je suis en train de longer l'anticyclone, voilà, la mer était plate, et voilà, c'est vrai que c'est des bateaux magiques, quoi. Ces IMOCA qui ont vraiment. Voilà, quand ça navigue sur mer plate, quand on a la chance d'avoir du vent et de la mer plate, bah c'est un bonheur incroyable, quoi. Moi, je prends un plaisir, mais vraiment fort, à naviguer dans ces conditions. Et voilà, mer plate avec du vent, c'est vraiment un bonheur, quoi. Pivia, c'est un super bateau dans ces conditions. Donc voilà, c'est pas toujours invivable. Ouais, il y a des moments, il y a toujours des pauses, il y a toujours des moments de vent faible dans les tours du monde, et voilà, on en profite. Et il y a des moments où tu t'es dit, bon là, il faut que je lâche un peu, là, que je baisse d'un ton, parce que on est un peu vicieux, on a toujours des questions sur les trucs durs, mais où tu dis, il faut que je lâche la bride parce que vraiment là, le corps, il tient plus. Ah, pour moi, non. Non. Moi, je pensais au bateau, quoi. Chaque fois que j'ai levé le pied, c'était pour le bateau, quoi. C'était pour le préserver, pour pas prendre de risques inutiles. Donc oui, j'ai des phases où je naviguais pas à 100%, mais c'était pour le préserver pour la suite, parce que je sentais que c'était pas le moment de prendre des risques, de casser du matériel pour un gain qui n'en valait pas la peine. Donc oui, plusieurs fois, ça m'est arrivé de volontairement lever le pied pour préserver le bateau, quoi. Tu n'as pas été épargné par les soucis techniques, il y a des problèmes d'aérien, il y a eu ta calebasse du foil bâbord qui a été ce qu'on peut appeler une avarie majeure, qui a été pas loin de te pousser à l'abandon. Il y a eu d'autres, on y reviendra, mais il y a eu d'autres choses qui ont émaillé ta... Alors, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que généralement, sur le Vendée Globe, les soucis, ils arrivent plutôt en début de course, quoi. La première ou les premières semaines, et en fait moi j'ai eu des premières semaines de course plutôt assez épargnées, quoi. Bon, j'ai perdu mon antenne radar, je pense 2 jours après le départ. Enfin, moi, j'ai perdu mon premier aérien aussi à ce moment-là. En fait, j'ai une réaction en chaîne, quoi. J'ai mon ancrage qui me permet de faire tourner le mât sur lui-même, là. On a des mâts L sur les IMOCA. En fait, à lâcher, et en fait, je pense que ça a fait catapulte, et du coup, dans la foulée, j'ai perdu un aérien et mon antenne radar. Et à part ça, j'ai eu une descente de l'Atlantique plutôt épargnée en avarie, quoi. J'ai un peu fait strat. J'ai des lisses qui ont cassé. Je me suis rendu compte que j'avais des lisses cassées dans l'Atlantique Sud, donc dans l'anticyclone de Sainte-Hélène. Là, j'en ai profité pour faire un peu de stratification. J'ai eu ce problème de cale. Un des soucis qui a été le plus difficile à régler, mais dont lequel je suis le plus fier d'avoir surmonté, c'est la nuit d'après mon passage au nord de l'île des États. Et en fait, j'ai une voile j'ai une amure une voile qui s'est décrochée du bout dehors, un axe qui est parti, et du coup, je me suis retrouvé avec une voile de 160 mètres carrés. Qui battait, qui était plus tenue au bateau que par le point d'écoute et le point de drisse. Et je me suis battu pendant des heures. J'ai réussi à la récupérer, à la faller tout seul sur le pont. Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, il y avait beaucoup de vent. Il fallait être à la fois à la drisse, à la fois à récupérer la voile, pas qu'elle tombe à l'eau. Il faisait nuit. Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à la récupérer. Ni perdre ma drisse, ni perdre la voile, ni rien perdre, ni la déchirer. 2 jours après, je la renvoyais dans du vent faible pour la re-enrouler, et c'est une voile qui était importante. C'est une petite voile de caplage là, et ça, c'est une des choses de lesquelles je suis le plus fier de se demander, c'est d'avoir récupéré cette voile. Et en fait, je me suis senti fort après avoir réussi un truc comme ça. Et en fait, 2 jours après, je crois que je montais en tête de mât pour changer mon aérien là, et ça m'a paru le truc le plus facile du monde, quoi. Genre, mais vraiment, quoi. Honnêtement, je suis monté. L'équipe pensait que j'allais devoir faire la réparation 2 fois.
Moi, j'avais confiance en ma capacité à y arriver. Ils pensaient que j'allais devoir redescendre avec l'aérien, le réparer dans le bateau, voilà, où ça bouge pas, et remonter pour le mettre. Et en fait, moi, j'y ai cru et j'ai tout pris le matériel direct. Et j'ai passé 1 heure là-haut. Moi, j'ai réparé la pièce là-haut. J'ai tout remis en place et ouais, quand je suis redescendu, tout était bon. Et voilà, c'était aussi de surmonter des avaries techniques, d'arriver à les réparer. En fait, ça donne confiance en soi et voilà, c'est un sentiment qu'on est capable d'y arriver. Et voilà, on se sent toujours un peu invincible après les réparations, là, après avoir réparé ma cale, avoir fabriqué cette calebasse. Et voilà, on se sent fort, quoi. On se dit qu'on est capable de tout, on est capable de tout surmonter. Et voilà, et ce foil, c'est vrai que ça a été un peu un fil rouge sur tout la course, parce que on a communiqué sur donc la première fois la perte de la cale, on a communiqué une deuxième fois où je me suis arrêté pour faire une mise à jour de la réparation, mais en fait, ça a été mon fil rouge. Voilà, je ne sais pas si vous avez dû voir, apercevoir sur l'arrivée qu'il y a des haubans qui me tenaient un peu dans tous les sens. Voilà, je suis assez fier de mon œuvre. C'est pas très joli, mais ça a le mérite d'avoir tenu un demi-tour du monde. Mais voilà, mais justement, ça n'a pas très bien tenu. Il a fallu que je fasse un nombre de retouches incessants sur ces haubans qui cassaient régulièrement. Même encore la nuit dernière, voilà, le hauban le plus important du système, il a cassé. Il y a une poulie qui a cassé, donc voilà, j'ai dû réintervenir là-dessus. Et voilà, je ne sais pas combien de milles j'ai perdu. Il y a les milles que j'ai perdus en n'ayant pas le bateau à 100% de son potentiel, mais il y a les milles que j'ai perdus en ralentissant pour le réparer. Pour essayer de le maintenir en place, pour pas qu'il abîme le puits et qu'il crée une voie d'eau. J'ai passé un temps fou, quoi. J'ai aussi fait un peu d'électronique. Il y a un petit peu avant en fin de remontée d'Atlantique Nord, en fin d'Alizé, en fait, mon système de quille est tombé en panne. Du coup, je pouvais quiller que en allant dans le boîtier de quille management, de management de quille qui est dans le puits de quille. Donc c'est pas super pratique, mais voilà, grâce à Pierre, mon électronicien, il m'a proposé une solution pour réparer. Donc voilà, j'ai fait un peu j'ai fait des branchements un peu dans tous les sens pour chanter la pièce défaillante, et j'ai réussi à récupérer ma quille comme si de rien n'était. Donc ça, c'était encore une belle réussite. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme souci? J'aurais dû écrire la liste, parce qu'il y en a eu pas mal. J'ai eu des écoutes de cassées, des écoutes à changer. Je sais plus, mais il y a eu pas mal de choses. Ouais, toi qui aimes bien faire des job lists, là t'es calé, il doit être content, Antoine Cara. Ouais, en fait, ouais, à chaque fois, j'avais emmené un drone à bord. Je me disais, voilà, un jour j'aurai des conditions tranquilles, de vent faible, je vais sortir mon drone, ça va faire des super images. Sauf qu'en fait, à chaque fois que j'étais dans des conditions tranquilles, en fait, j'essaie de tenir en fait de pas être tombé trop en retard sur la liste de choses à faire sur le bateau. Donc voilà, vent faible, c'était bricole repos, et voilà, j'ai jamais eu de phase de vent faible où j'ai eu le loisir de faire du sudoku ou de faire du drone, quoi. Bon, j'ai préparé encore 2000 questions. Juste, je vais peut-être laisser mes confrères prendre le relais. C'est ton premier Vendée Globe. Ouais. Ça fait depuis 2017 et le début de la construction d'Happy Viae, de tout le projet, de manière assez naturelle, avec ton patrimoine déjà sportif. Tu as émergé parmi les outsiders certains, puis la Jacques Vabre a fait de toi un des favoris de ce Vendée Globe. Mais tu es quand même là, premier sur la ligne d'arrivée. C'est quand même une performance assez majuscule, non? Ouais, je suis heureux d'avoir réussi ça. C'est vrai que le groupe Massif, ils
ça a quand même pas mal de réussite sur le Vendée Globe parce que voilà, ils l'ont gagné avec François. Moi, je suis premier sur la ligne avec Apivia, donc voilà, c'est deux belles réussites. Mais voilà, à la base, c'est une histoire de confiance, quoi. Il y a une confiance qui m'ont donné. Voilà, ils ont cru en moi, ils ont cru, même si j'avais jamais fait d'IMOCA avant, que j'ai juste fait du Figaro et d'autres choses, mais voilà, beaucoup de Figaro, ils m'ont quand même fait confiance sur ce Vendée Globe, de partir sur un projet ambitieux, de ne pas faire un projet test pour voir, de partir directement sur un projet ambitieux avec un bateau neuf, sur un programme de 4 ans, et je suis fier de leur donner, de leur donner raison, de leur montrer qu'ils avaient raison d'avoir confiance en moi, et voilà, être sûr que voilà, le point d'origine de l'histoire, c'est ça, c'est leur confiance, quoi. Et ouais, ce premier Vendée, ouais, c'est vrai que c'était mon premier Vendée Globe. Après, voilà, l'histoire a montré que bon, je veux dire, premier sur la ligne, que les premiers sur la ligne sont pas forcément des gens qui l'ont déjà fait. Voilà, que c'est pas rédhibitoire d'être bisu. Voilà, donc je suis heureux de le reprouver encore sur cette édition. Après, voilà, j'ai toujours dit que je me sentais être fait pour cette course. Et ouais, je me sentais à l'aise sur le bateau. Je me sentais à l'aise dans la gestion des. C'était toujours contrariant, hein, quand la marche du bateau est gênée par un problème matériel, mais voilà, j'ai confiance dans ce que mon équipe me proposait de faire. J'avais confiance dans ma capacité à réparer les différentes pièces. Voilà, j'ai l'impression d'avoir pas trop mal géré ma météo, d'avoir fait des trajectoires. Je suis assez content de mes trajectoires dans la majorité des cas. J'ai l'impression de m'être dépêtré de pas mal de situations difficiles. Et ouais, je suis content je suis heureux de la copie que je rends. Depuis que tu es tout petit, que tu montes sur des bateaux, tu n'as qu'une seule obsession, c'est être devant le deuxième. C'est quand même ton objectif. Ouais, c'est ça, je l'avais dit avant le départ. Qui te stimule tout le temps. Je l'avais dit avant le départ, et je me disais ça, là, je voyais voilà, quand j'étais à la bagarre avec Louis, là, je me disais, mais Charlie, vas-y, quoi, toute ta vie, tu l'as dédié à la course à la voile. Toute ta vie, tu t'allais tourner vers la mer, vers la voile. Toute ta vie, tu t'es préparé à ça. Vas-y, quoi. Maintenant, c'est le moment. Vas-y. C'est ton truc. Voilà, t'en as la capacité. Voilà, montre de quoi t'es capable. Et voilà, je me suis pas mal motivé comme ça. Voilà, c'est dans la bagarre qu'on s'est livré les derniers jours. Merci Charlie, pardon, j'étais un peu long. Excusez-moi. Je vous laisse poser vos questions à loisir dans la salle. Ah oui, ouais, j'ai pris du plaisir, ouais. Clairement, il y a eu des super moments. Il y en a eu beaucoup, hein. Je ne vais pas tous les énumérer, mais ceux qui me viennent à l'esprit, voilà, déjà quand tu vois ton premier albatros, c'est un super moment. C'est marrant parce que les premiers que j'ai vus, à chaque fois, je courais dans le bateau pour récupérer mon appareil photo, et en fait, quand je ressortais, ils n'étaient plus là, quoi. Comme si c'était un mirage, quoi. Je me disais, encore raté, quoi. C'est pas possible, quoi. Et en fait, tu te dis, mais ils sont vrais. Tu vois vraiment des albatros ou tu les imagines. Il y a eu ça. Il y a eu. J'étais heureux de passer mon premier Cap Horn. Voilà, d'en terminer avec le Sud. Voilà, c'était un super moment. Voilà, il y a des moments de glisse. Voilà, quand la mer est plate et que le bateau va super vite. Voilà, c'est beaucoup de plaisir. Du plaisir à régater aussi, du plaisir à faire des belles trajectoires, du plaisir à doubler des concurrents, du plaisir à sortir une belle manœuvre,
Voilà, je me rappelle j'ai eu quelques moments d'état de flow là, comme les sportifs disent, où tout s'enchaîne naturellement, sans effort. Et voilà, j'ai eu quelques phases comme ça sur le Vendée Globe, et ça c'est une super source de plaisir, quoi. Voilà, quand la situation se passe exactement comme tu l'as imaginé, que tu changes ta voile exactement au bon moment. Et ouais, du plaisir aussi à sentir que, en fait, à force de passer autant de temps sur le bateau, de vivre le bateau, de vivre la météo, de faire de plus en plus appel au feeling, quoi. Et en fait, j'ai très très peu été trahi par mon feeling dans mes choix de voile ou choix de trajectoire, quoi. Les routages ou donner telle ou telle voile, par exemple, et en fait, tu te dis que c'est pas la bonne décision, que c'est pas le bon choix, et en fait, en un claquement, tu sais pas pourquoi, mais en fait, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises beaucoup de choses qui ont été faites au feeling, quoi. Et moi, qui est très cartésien, c'est pas forcément ma nature. Et voilà, plusieurs fois, ouais, tu regardes ton routage, ton routage, il te dit t'as tel vent, t'as ça, tu sors la tête du bateau, tu dis ah, non, c'est pas ça là, je vais mettre cette voile là. Et un quart d'heure après, le vent il a tourné, ou il est rentré, ou il a molli, et comme par magie, t'as fait le bon choix, quoi. Et en fait, je pense que voilà, le feeling, le feeling, c'est quelque chose qui prend en compte un nombre de paramètres qui sont pas vraiment clairement identifiables les uns et les autres, et en fait voilà, le feeling, je pense que tu le développes, quoi, à force de passer autant de temps à bord. Tu fais tellement corps avec ton bateau, avec ta machine, que en fait ce feeling il devient de plus en plus présent, et de plus en plus correct aussi, quoi. Et j'ai vraiment senti ça au fur et à mesure du tour du monde, quoi, que mon feeling était souvent le bon, et voilà, et il se renforçait de jour en jour, de semaine en semaine. Charlie, bravo, un grand bravo. Est-ce qu'il y a des gens, des navigateurs ou des navigatrices qui t'ont impressionné ou surpris dans ce Vendée Globe? Parce que c'est une épreuve comme une édition assez atypique, dont toi tu faisais partie des favoris et tu as tenu ton rang. Mais est-ce que tu as été surpris en bien ou en moins bien par des adversaires? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Damien Seguin. Voilà, je trouve qu'il a fait, il était vraiment là, vraiment présent, il est pas loin encore, hein, mais voilà, il a tenu la dragée haute à un nombre de bateaux plus performants pendant très longtemps, et ouais, il m'a impressionné, ouais. Et de un peu plus loin, j'ai vu que Piper aussi, se débrouillait vraiment bien, qu'elle semblait faire une belle course, et qu'elle semblait être vraiment bien placée par rapport au niveau théorique de performance de sa machine. Charlie, tu disais tout à l'heure que ce Vendée Globe était très particulier. En quoi tu le trouves particulier, et comment tu vis ces quelques heures, dans la mesure où on ne sait toujours pas si tu as gagné le Vendée Globe? Après, voilà, certes, c'est sûr qu'il est particulier, mais voilà, moi j'ai pas de normes. C'est mon premier Vendée Globe, donc voilà, c'est un peu ma norme qui se crée aujourd'hui. Donc voilà, un départ sans public, c'est la première fois que je prenais le départ du Vendée Globe, donc voilà, ma norme c'est pas de public. Pareil pour l'arrivée. Après, c'est vrai que ça a été un Vendée Globe long. Moi, le premier, je pensais qu'on allait tourner autour du monde plus rapidement que ça. J'avais quand même emmené 76 jours de nourriture, donc je n'étais pas si loin du compte, mais voilà, je pensais qu'on battrait des records, et voilà, ça n'a pas été le cas. On n'a pas les conditions pour. Voilà, ce qui pouvait être un peu frustrant de temps en temps, c'était qu'il y a eu énormément de retours par derrière. Voilà, quand on a conçu le bateau, une des choses que j'avais le plus
en tête, c'est un bateau qui devait me permettre d'être en tête en rentrant dans les mers du Sud. Donc voilà, en fait, la descente, on a particulièrement étudié les conditions météo de l'Atlantique, de la descente de l'Atlantique, pour faire un bateau qui soit le plus performant possible sur ce tronçon, parce que historiquement, souvent le paquet de tête qui rentrait dans les mers du Sud, il prenait un système météo d'avance et il ne revoyait plus jamais les poursuivants, quoi. Et donc mission réussie, parce que je suis le premier à franchir le cap de Bonne-Espérance. Manque de peau, voilà, c'était une édition où en fait c'est revenu presque jusqu'à la fin par derrière. C'est vrai que voilà, on avait un petit avant-goût de ça sur la Vendée Arctique et sur le défi Azimut, les 2 courses de 2020 où c'est revenu par derrière à chaque fois. J'aurais peut-être dû me douter que ça allait peut-être arriver du coup sur le Vendée, même si ça n'a absolument rien à voir. Mais en tout cas, voilà, il y a eu énormément de retours par derrière et voilà, et en fait même voilà, à chaque fois qu'il y a eu des petits breaks de fait. Alors on va continuer à écouter Charlie Dalin dans sa conférence de presse, mais on voit les premières images de l'arrivée de Louis Burton sur Bureau Vallée, donc qui approche de la ligne au Sable d'Olonne. Je suis un peu dérivé. Et quand je vis ces dernières heures là, oui, c'est vrai que c'est particulier. C'est vrai que j'aurais forcément préféré que la réponse soit un peu plus nette que ça. Après, voilà, ce que je vais retenir, c'est que je franchis la ligne d'arrivée en tête avant le second, et ça, on me l'enlèvera pas. C'est moi qui ai les honneurs de la ligne, comme disent les Anglais. Et voilà, après il se passera ce qui se passera. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà, c'est normal qu'il y ait des bonnies quand on va chercher quelqu'un. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais oui, c'est vrai que c'est des heures particulières, d'être là en face de vous et voilà, de pas savoir qui a gagné, quoi. Donc voilà, en tout cas, voilà, je sais pas si on peut dire que pour l'instant, jusqu'à présent, c'est moi qui l'ai gagné parce que personne d'autre a franchi la ligne d'arrivée. Mais je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis là devant vous et voilà, j'ai le sentiment d'avoir fait mon job. Charlie, oui. Quel que soit le résultat dans les prochaines heures, est-ce que la prochaine édition est dans un coin de ta tête, puisque tu as dit que tu avais eu la confirmation finalement que tu étais bien fait pour cette course? Ouais, j'y ai pensé déjà même pendant le Vendée Globe, pendant mon Vendée Globe, voilà, comment je m'y prendrais pour le refaire. Donc j'ai même pendant la course, j'y pensais, j'y ai déjà pensé, j'y pense et après voilà, c'est la suite de mon programme, c'est pas moi qui décide, hein. Voilà, c'est une décision qui se prendra avec Apivia, mais en tout cas hors sponsor, si on met le côté sponsor de côté. Oui, moi je me vois bien refaire un Vendée Globe. Bonsoir Charlie, c'est par là. Tu viens d'évoquer les bonifications qui effectivement aujourd'hui ont un impact très important sur le classement. Est-ce que tu y as beaucoup prêté attention ces dernières heures? Est-ce que ça t'a fait modifier par exemple l'option que tu prends pour l'Espagne? Est-ce que c'est ton foil ou est-ce que c'est parce que tu veux un peu faire... Est-ce que ça a pesé un peu dans tes choix? Oui, c'est sûr que j'avais plutôt intérêt à m'éloigner des bonifiés. Et du coup, voilà, je sais que quand je me battais avec Louis, on était un peu plus à... J'ai plus intérêt à être avec Louis, plutôt avec Louis, parce que voilà, il suffisait que je termine une seconde devant lui pour être devant lui, alors que Yannick et Boris, c'était beaucoup plus compliqué. Donc oui, j'ai pris ça en compte dans certains de mes choix. Charlie, est-ce que tu sais que tu dois porter un masque, faire un test PCR? Ça te fait quoi de revenir dans un monde qui n'a pas beaucoup changé depuis ton départ? Ouais, je pensais que... Pourtant, on a pris notre temps. Hein. On a pris notre temps pour faire ce tour du monde, en se disant que voilà, peut-être que ça aurait le temps que tout le monde soit vacciné, ce genre de choses. Tu vois, mais ouais, c'est vrai que...
je m'en rends pas. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas le vrai monde encore ce que je vis maintenant, quoi. Voilà, je suis encore, je viens d'arriver. Voilà, c'est pas ma vraie vie que je vis actuellement, on va dire. Du coup, voilà, mais ma norme, je l'ai pas encore retrouvée. Mais voilà, c'est vrai que tout le monde porte des masques. Voilà, c'est pas encore réglé ce problème. Et Louis Burton qui vient à l'instant de passer la ligne d'arrivée, puisque vous voyez des membres de son équipe sont en train d'embarquer dans son bateau. Et donc Louis Burton qui est arrivé 4h09 minutes et 25 secondes après Charlie Dalin. Voilà donc pour cette deuxième arrivée sur le Vendée Globe. On va écouter la fin de la conférence de presse de Charlie Dalin et peut-être assez rapidement ensuite, peut-être une réaction de Louis Burton et on reviendra sur sa course ensuite. Mais oui, les choses ont pas évolué, mais c'est vrai que voilà, en tout cas, j'ai profité de ma liberté. Tu parlais de plaisir tout à l'heure. Voilà, j'ai pris le plaisir d'être libre, d'aller où je veux quand je le souhaitais, d'être libre de mes trajectoires, de mes choix. Et voilà, c'est vrai que voilà, je mesure ma chance exceptionnelle d'avoir eu le plus, enfin voilà, d'avoir été vraiment libre comme l'air pendant ces 3 mois, pendant ces 80 jours, quoi. C'est vrai que voilà, j'avais au final très peu de contraintes et voilà, j'emmenais mon bateau, je dirigeais les traves de mon bateau où est-ce que je le souhaitais et voilà, ce sentiment de liberté, j'en ai profité. Ces prochaines heures, comment vas-tu les vivre? Tu penses que tu vas pouvoir aller dormir un petit peu ou tu vas attendre quand même de voir à quel moment Yannick va passer? Je pense que là, qu'il me suffirait de jeter un œil sur la carto pour voir si ça le fait ou pas. J'ai pas encore regardé. J'ai pas regardé. Je sais pas si j'ai envie. Mais je sais pas si j'ai envie. Mais voilà, pour l'instant, je profite de l'instant présent et voilà, je sais que il suffit que quelqu'un passe son téléphone pour savoir un peu dans quel sens ça va, mais je sais pas si j'ai envie de savoir pour l'instant. Pour l'instant, j'ai envie de profiter d'avoir bouclé ce tour du monde. Avant de partir, je disais que de terminer ce tour du monde, c'était déjà une victoire, même en 2020, et voilà, j'en suis encore plus conscient. Voilà, avec chacun rencontre pas mal de difficultés, pas mal de choses à régler et voilà, et boucler un Vendée Globe en soi, c'est une victoire, c'est sûr. Mais moi, je suis un sportif et voilà, la cerise sur le gâteau, c'est de franchir cette ligne d'arrivée en tête et voilà, et je suis heureux de ça et voilà, c'est sûr que voilà, c'est vrai que j'aimerais bien que mon nom soit inscrit comme vainqueur de cette édition, mais voilà, c'est pas moi qui décide, c'est hors de mon contrôle. Voilà, là, moi j'ai fait ce que j'ai pu avec dans ce que je pouvais contrôler, c'est-à-dire mes trajectoires, mes vitesses, mes adversaires, hors boni, et j'ai le sentiment d'avoir réussi ça, donc voilà, c'est ça qui compte. Alors, j'ai pas tous les détails. J'ai compris qu'il était rentré en collision avec un bateau de pêche, mais j'ai pas plus d'infos que ça, donc ouais, je saurais commenter l'incident. L'autre info, c'est qu'il y a un deuxième, Louis Burton, qui a franchi la ligne 4h, 9 minutes, 25 secondes après toi. Bravo. Bravo à Louis. Ça a été une belle bagarre dans la remontée de l'Atlantique avec Louis. Ouais, il est revenu de loin aussi. Hein. Il est revenu de loin. Ouais, j'ai suivi. C'est sa petite escale aux îles Macquarie. Et voilà, et il a réussi aussi à se remettre en selle et repartir. Et voilà, ça a été un beau duel à distance, mais un duel quand même sur la remontée de l'Atlantique. Et voilà, lui chacun avec ses soucis, chacun avec ses handicaps, mais un beau duel quand même qui a été incertain jusqu'à cet art.
La plus grosse déprime. Le coup de la cale de foil, ça a été compliqué quand même. Hein. Mais j'en ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, c'était, voilà, ça veut dire, c'était, voilà, je pensais que c'était vraiment que la course était terminée. Je crois même que je me demande si j'ai pas un peu pleuré quand je me suis rendu compte de ça. Et ouais, ça a été un moment dur. Ouais. Ça a été un moment dur à vivre. Et voilà, je savais que la course, au début, je pensais que c'était fini. Et puis une fois que je suis reparti, je savais que mon foil était condamné, que je ne pourrais plus l'utiliser et que du coup, les performances du bateau seraient grandement diminuées en tribord. Et voilà, c'était un peu. Voilà, ça n'a pas été toujours facile de gérer ce foil qui était plus qu'un foil que je ne pouvais pas utiliser. C'était un foil que je devais essayer de maintenir, de contrôler, qui m'a posé quand même pas mal de problèmes pendant le tour. Mais ouais, le jour de la cale, ça a été compliqué alors que j'étais en tête, alors que tout se passait plutôt bien depuis le début. Ouais, c'était un beau coup moral. Ouais. Je me suis beaucoup battu avec Thomas. Voilà, on a eu des super phases de bagarre là, dans la descente de l'Atlantique. Voilà, c'était un bon. En plus, on a des bateaux qui sont quasi sister ship. Et voilà, quand on se battait là en approche de l'anticyclone de Sainte-Hélène, voilà, c'est de la belle régate. C'était des beaux moments, des beaux moments de course avec Thomas. Ouais. Voilà, plusieurs fois, il est revenu à mon niveau et voilà, je me suis battu à chaque fois. Mais ouais, c'était un bel adversaire et qui était aussi, par le hasard des choses, a fait qu'il était aussi amputé, aussi gêné par son foil bâbord également. Donc il y a pas mal de similitudes au final avec Thomas. Sur une course comme ça, autour du monde au contact, tu es beaucoup contrarié dans tes trajectoires par l'obligation de contrôler tes adversaires, ou finalement tu es assez libre dans ta stratégie? Franchement, au début, j'avais du mal à vivre qu'il y ait un classement que toutes les je sais plus si c'est 3-4 heures la journée et le gros blackout de la nuit, parce que moi je suis habitué à vivre en fait, je viens du circuit Figaro. Où on est presque tous emportés à Yes, donc on sait de manière instantanée, on est un peu ultra connecté entre guillemets. On connaît les vitesses, les caps, les positions en live en temps réel de tous les bateaux. Et moi, je me suis construit avec ça. J'ai ma première édition, ma première solitaire, c'était 2011, et en fait, c'est la première fois où les Figaro étaient équipés en émission et en réception d'AIS. Et du coup, moi j'ai fait mes armes avec ça, quoi, avec cette connaissance des vitesses, des caps, des positions de tous les bateaux. Et c'est vrai que les premières semaines de Vendée Globe, jusqu'à, je pense que même toute la descente de l'Atlantique, c'était compliqué pour moi de ne pas avoir ça, quoi, de devoir gérer sans ça, quoi. Mais on s'habitue à tout et en fait ça oblige aussi à faire ses choix un peu seul, et au final ça devient un peu c'est devenu ma norme assez rapidement, et voilà, d'avoir ce blackout la nuit, et autant de faire descendre l'Atlantique, ça me gênait beaucoup. À la fin ça me gênait plus, quoi. Et voilà, j'ai appris à gérer à gérer comme ça, à naviguer comme ça. Et au final, c'est bien, c'est que je pense que ça met un peu plus en fait, ça fait appel à des compétences un peu différentes, quoi. Ça fait appel à un peu plus à la partie stratégique, tactique. Et voilà, c'est un domaine que j'apprécie, mais c'est vrai que quand on vient du circuit Figaro, forcément le positionnement a un poids très fort sur la stratégie. La tactique est un poids très fort, et là du coup j'étais un petit peu obligé d'enlever un petit peu de tactique de ma stratégie,
Et au final, j'ai pris du plaisir à prendre des décisions, à faire des choix de points de virement, d'empannage, sans connaître au mètre près la position de mes adversaires. Et en fait, j'étais plutôt agréablement surpris parce que j'ai l'impression que j'ai souvent pris des bonnes décisions. Et que j'ai souvent eu plutôt des bonnes surprises au classement du bâtin après le blackout. Donc a priori, j'ai réussi à m'adapter. Charlie, merci beaucoup nous avoir consacré du temps là. Merci beaucoup pour toute ta disponibilité pendant tout ce Vendée Globe. Non, avec plaisir. C'était superbe. Et bravo. Merci à vous. Merci. Voilà donc pour cette conférence de presse de Charlie Dallain, et vous l'avez vu pendant ce temps, la deuxième arrivée de ce Vendée Globe, c'est pour Louis Burton sur Bureau Vallée, qui donc a bouclé ce tour du monde en 80 jours, 10 h 25 minutes et 12 secondes. Il est arrivé 4 h 9 minutes et 25 secondes après Charlie Dallain. C'en est donc terminé pour ce tour du monde pour le skipper de Bureau Vallée. Forcément aussi une satisfaction pour Louis Burton qui a eu beaucoup de misère aussi sur ce Vendée Globe. On reverra sa course tout à l'heure, entre un départ volé, une pénalité, d'énormes ennuis techniques, que ce soit d'électronique, de pilote automatique, de voile, etc. Quel tour du monde. On détaillera ça dans quelques instants, mais on va tout de suite retrouver Pierre Dalicieux qui lui se trouve en mer, et donc j'imagine pas trop loin de Louis Burton. Et oui, Aurélien, il est juste derrière moi, je ne sais pas si vous arrivez à l'apercevoir. Louis Burton, qui vient d'arriver, qui a franchi la ligne il y a quelques minutes, avec une mer un peu plus formée que tout à l'heure que pour l'arrivée de Charlie Dallain. Donc Louis Burton qui est donc le deuxième à franchir la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si vous arrivez à l'apercevoir derrière moi, mais on voit ça bouge pas mal là, donc j'essaye de tenir la caméra. Voilà. Très bien, alors on vous retrouvera peut-être tout à l'heure, Pierre, notamment dans la remontée du chenal, puisque ça y est, à partir de maintenant, il est possible pour les IMOCA d'emprunter ce chenal des Sables d'Olonne. La hauteur d'eau est suffisante pour que les quilles des IMOCA puissent passer. Donc on va revenir sur cette course de Louis Burton. C'était son 3e Vendée Globe, lui qui avait abandonné une fois et terminé 7e il y a 4 ans, mais sur un bateau vraiment d'ancienne génération. Et on le disait, ça avait mal commencé avec ce départ volé. Départ volé, le 8 novembre, il coupe la ligne de départ un peu trop tôt, de quelques secondes seulement, mais ça lui coûte 5 heures de pénalité dans la foulée, qu'il a réparé dans les jours qui ont suivi. On le sait un peu moins, mais il a eu une deuxième pénalité aussitôt après d'1 heure, tout simplement parce que les skippers doivent envoyer, dans les heures qui suivent le départ, ils doivent envoyer le plomb moteur, c'est-à-dire un plombage qu'ils mettent sur leur moteur pour certifier qu'ils ne peuvent plus l'utiliser jusqu'à l'arrivée, sauf évidemment accident. Ils doivent envoyer la photo. Et ils doivent envoyer une photo avec un petit numéro, un numéro de code, on va dire, sur cette photo qui certifie donc que le skipper n'utilisera pas son... D'ailleurs, quand tout à l'heure on parlait des vérifications qui vont être faites à bord du bateau de Charlie Dallain, qui vont être faites aussi à bord du bateau de Burton, ça correspond à ça. On va aller vérifier les plombages du moteur notamment, vérifier que le numéro de ce plomb moteur correspond bien à celui qui était sur la photo du départ. Et donc Louis Burton, il a oublié d'envoyer la photo le soir du départ. Ça doit être fait avant 23h le dimanche soir. Il l'a fait seulement le lendemain matin. Et ça lui a coûté une nouvelle heure de pénalité. Donc 5 heures plus 1 heure, 6 heures à réparer dès les premiers jours de course. Puis ensuite, il s'est un peu remis dans le match, remis dans la course. Ça a été le premier à tenter une grosse option un peu engagée dans le sud, dans l'Atlantique Sud. Il a tenté de partir vraiment très au sud, plus au sud que tout le monde, d'aller frôler la zone des glaces, la limite antarctique. Et il a commencé à se montrer et à montrer ses options engagées à partir de là. Puis il a eu toutes ces galères dont on a parlé, les galères de grand voile, de chariot de grand voile, les galères de pilote automatique qui l'ont beaucoup handicapé dans le Grand Sud, ce pit stop à l'est de l'île Macquarie qu'il a longé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 16 heures de réparation au total à l'est de l'île Macquarie. Il est reparti, pleine balle comme il adore. On l'a vu tout à l'heure sur la cartographie 3D, il a continué à longer la zone des glaces, puis remonter de l'Atlantique. Et là, remonter de l'Atlantique, mais aussi remonter au classement. Ouais. Il a même réussi à reprendre la première place au passage de l'équateur, le temps d'un pointage, reprendre la première place à Charlie Dallain. Il s'est ensuite battu 2e, 3e, 4e.
jusqu'au bout et jusqu'à cette deuxième place sur la ligne d'arrivée pour trahir ce qu'on se disait hors antenne tout à l'heure quand on voyait sur la carte. On se disait mais quel tour du monde il a fait, quelles options il a signé. Voilà, il leur a fait un tour du monde un peu différent de tous les autres, à chaque fois avec des choix un peu différents. C'était un peu le chouchou, ou en tout cas la préférence de Jean Le Cam pour cette arrivée. Jean Le Cam qui il y a quelques jours disait qu'il avait une préférence pour Liberton parce qu'il avait eu du culot sur ce Vendée Globe. Il avait pris des options engagées, notamment dans des dépressions où il n'a pas hésité à aller au charbon, à prendre des risques et c'est vrai que voilà, il a fait cette remontée après l'île de Macquarie où il est en 10e position, je crois, jusqu'à la 11e, au 21 crois, décembre, 11e même à ce moment-là, et une remontée incroyable. Et c'est vrai, alors même si la voile, ce ne sont pas des mathématiques, mais 5 heures de pénalité pour ce départ volé, plus 1 heure de pénalité. On a vu 4 heures et 9 minutes de retard à l'arrivée. Bon. Si on applique ça strictement, on se dit qu'évidemment, il peut avoir des regrets. Après, il s'est passé plein de choses entre-temps et voilà, on va pas refaire la course et probablement que ça n'aurait peut-être rien changé au final parce que les conditions météo sont passées là entre-temps. J'ai une petite stat à vous donner. On a dit tout à l'heure que le Tour du Monde de Charlie Dalin avait été effectué à la vitesse moyenne de 14,67 nœuds. Et alors bizarrement, Louis Burton qui arrive deuxième, il a une meilleure vitesse. 14,84 nœuds, tout simplement parce qu'il a effectué 400 000 de plus sur l'ensemble du Tour du Monde. Donc fatalement, il est plus rapide en moyenne sur ce Tour du Monde. Donc le plus rapide pour l'instant, c'est donc Louis Burton, quasiment 15 nœuds de moyenne en 80 jours. Alors donc récapitulatif, pour l'instant, arrivé en première position Charlie Dalin en 80 jours et un peu plus de 6 heures, 4 heures derrière donc Louis Burton, mais pour l'instant rien n'est dit que ces deux skippers occuperont les 2 premières places de ce 9e Vendée Globe. On attend ensuite Thomas Ruyant sur Linged Out et quasiment dans la foulée Yannick Bestaven sur Maître Coq. Yannick Bestaven qui va bénéficier de 10h15 de bonification et ces 10h15 qui vont peut-être lui permettre de s'emparer de la première place et de remporter ce Vendée Globe. Vous savez qu'il y avait un autre skipper qu'on en attendait ce soir, c'était Boris Herman, mais qui est entré en collision aux alentours de 20h30 avec un bateau de pêche, ce qui a endommagé l'un de ses foils. Le skipper et le bateau sont en sécurité, mais ça avance très lentement. Et d'ailleurs, on a reçu une nouvelle estimation d'heure d'arrivée pour Boris Herman. Ça a été très très retardé. Ouais, on s'attendait tout à l'heure à peut-être le voir arriver demain matin. Et le dernier ETA qu'on a reçu, c'est demain dans l'après-midi. Ensuite, après avoir accueilli Giancarlo Pedoté et Damien Seguin, qu'on attend vers 13-14 heures pour ces deux skippers-là, et Boris Herman, ce sera sûrement après. Il navigue actuellement toujours à la même vitesse, là, de 7-8 nœuds, et il est à 68 000 de la ligne d'arrivée. Alors on se dit qu'il pourrait peut-être quand même arriver demain matin, mais il y a peut-être des éléments qu'on ne connaît pas, notamment sur ce foil-là, peut-être qu'il ne peut pas faire exactement ce qu'il veut d'un certain côté. Ça sera à suivre, ça sera le gros feuilleton de demain matin. Et l'info qui vient de tomber à l'instant, c'est entrée dans le chenal à 1h20 pour Louis Burton. 1h20 entrée dans le chenal et on est en ligne avec un autre skipper, Quito de Pavant. Bonsoir Quito. Et bonsoir. Alors, merci de nous répondre. Comment vous vivez cette longue nuit d'arrivée au Sable d'Olonne ? On attend que le dénouement de ce Vendée Globe, voilà, on voit qu'il se passe souvent des choses, même à quelques heures de l'arrivée. Donc voilà, il faut être patient. Et en tout cas, Yannick nous propose quelque chose d'assez fantastique comme suspense. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce scénario avec ces 5 bateaux attendus dans la nuit, puis un nouvel incident pour Boris Herman, et puis Yannick Bestaven qui va arriver avec ses bonifications qui vont peut-être lui offrir la victoire. Personne n'aurait pu imaginer un scénario comme ça. Non, c'est peut-être pas fini. Hein. Il va y avoir encore fait passer beaucoup de choses. Voilà, on attend évidemment avec beaucoup d'impatience l'arrivée de Yannick. Là, pour l'instant, ça a l'air d'aller encore vite pour lui. Mais il reste encore quelques heures pour savoir qui va gagner ce Vendée Globe, même si, effectivement, Yannick est très menaçant pour l'instant. Quito, on sait que tu es proche de Yannick Bestaven, vous avez fait une Transat Jacques Vabre ensemble il y a quelques années notamment. Si tu devais qualifier le Tour du Monde qu'a réalisé ton pote Yannick en quelques mots, comment tu le définirais ? C'est difficile, il s'est passé tellement de choses. C'est vrai que Yannick ne faisait pas partie des favoris, on connaît ses qualités, il avait un bon bateau, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres tandems
skipper bateau qui faisait la une et qui faisait le haut des pronostics de beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'il a fait un tour du monde exemplaire, hein, notamment. Bon, là, il a eu un peu de mal finalement avec l'Atlantique, que ce soit à l'aller le premier mois ou au retour. Mais dans les mers du Sud, entre, on va dire, l'Argentine et le Cap Horn, il a montré toutes ses qualités. On sentait vraiment qu'il était en phase avec son sujet, avec son bateau. Bon, il s'est passé évidemment beaucoup de choses, des avaries. Lui, il y en a pas eu beaucoup jusqu'au Cap Horn. Et après le Cap Horn, ça s'est un peu gâté pour lui. Il avait, je crois qu'il a eu jusqu'à 450 000 d'avance. On pensait qu'il avait gagné, mais au large du Brésil, il s'est fait rattraper. Il avait quand même pas mal de soucis, finalement. Il nous avait un peu cachés. Et c'est vrai que ça a dû être très très dur pour lui, là, au large du Brésil, de se voir remonter, puis doubler par 4-5 bateaux. C'était vraiment difficile à vivre. Mais je trouve qu'il a bien réagi. En fait, il n'est pas démonté. Et il a su, sur la fin, depuis une semaine, là, il a su faire faux bond avec la tête de course, faire sa propre course, et finalement choisir la bonne option pour arriver sur un bord jusqu'au Cap d'Olonne. Sa trajectoire depuis 48 heures est assez magique. Merci beaucoup, Quito, pour cette analyse, et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit encore à suivre ses arrivées, notamment celle de Yannick Bestaven. À très bientôt. Merci, à bientôt. Et donc on voit toujours Louis Burton qui va prendre la direction du chenal dans lequel il va pouvoir s'engager à partir de 1h20, c'est ce que vous nous disiez, Alexis, tout à l'heure. Et on le rappelle, ce bateau Bureau Vallée 2 qui n'est autre que l'ancien Banque Populaire d'Armel-Lecléache, vainqueur du Vendée Globe il y a 4 ans. Donc pour l'instant une première et une deuxième place pour Bureau Vallée, même si ce classement risque d'évoluer après l'arrivée de Yannick Bestaven. Et voilà le premier fumigène craqué par Louis Burton sur son IMOCA pour célébrer cette arrivée. On parlait tout à l'heure de ce moment important dans la course de Louis Burton, cet arrêt technique le long de l'île Macquarie pour régler tous ces problèmes. Dans un premier temps, il envisageait de ne pas continuer la course. Les problèmes étaient trop importants. Il y avait le problème de pilote automatique et puis ce problème de rail de grand voile. Finalement, il a tenté le coup. Ce que je vous propose, c'est qu'on revoie cette vidéo où Louis Burton est en haut de son mât et vient de régler enfin ce problème de rail de grand voile et exulte totalement à l'idée de pouvoir repartir sur ce tour du monde. On regarde ça tout de suite. Donc Louis Burton à l'île Macquarie. Deuxième montée, troisième montée en fait, deuxième sous l'île Macquarie. J'espère que vous apprécierez le paysage parce que moi je déteste ça. J'ai essayé de nuit, j'ai pas réussi, je viens de réessayer. Ça a marché, on est au bout de l'île. Va falloir qu'on redescende, je vous montre. On a vu des pingouins sauter tout à l'heure avant de remonter. C'est l'angoisse d'être aussi haut tout seul. C'est le bout du monde. Je sais pas si vous voyez bien le bateau. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Système 3 pour 1 en tête de mât pour remplacer le hook. J'espère que vous apprécierez aussi. Puis plus bas, un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la GV et on va allumer pour rentrer au sable. Tout de suite. Et voilà, il y est au sable, Louis Burton, qui a donc franchi la ligne d'arrivée 4h09 après Charlie Dalin. C'est Voilà. indiscutablement une des vidéos qu'on retiendra de ce Vendée Globe. Cette joie qui exulte là à la fin de la vidéo, c'est exceptionnel. Et ça résulte aussi de ces heures de doute qu'il a passées à l'est de l'île Macquarie. 3 montées au mât, alors qu'il déteste ça. Il a le vertige, Louis Burton, c'est ce qu'il déteste le plus là, sur un bateau, c'est de monter au mât. Et 3 fois, il a dû le faire. Il a
Après la deuxième fois, il a vraiment failli abandonner. Il a appelé son équipe, sa femme notamment, qui est à terre, et il lui a dit j'arrête tout. Et puis finalement, ils ont réfléchi, ils ont trouvé une dernière solution à tenter. Il a tenté, il a réussi, il est reparti. Il est au sable désormais. Et c'est aussi à noter dans le Tour du Monde de Louis Burton, toujours avec le sourire. Il a toujours eu des vidéos très positives, souriantes, une communication très, très positive autour de Louis Burton, qui est désormais arrivé au Sable d'Olonne. On ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'il remontera le chenal, il y a une petite incertitude visiblement. Et on a également des dernières infos concernant les prochaines arrivées qui viennent de tomber. Les ETA de Yannick Bestaven et de Thomas Ruyant. Finalement, Yannick Bestaven passerait devant Thomas Ruyant à 4h30 du matin sur la ligne d'arrivée et Thomas Ruyant à 5h. Très bien, eh bien, on va suivre ça bien sûr, mais on est en ligne avec Patricia Brochard, directrice générale de Sodebo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comment vivez-vous cette nuit très particulière ? Je dirais comme tout ce Vendée Globe, il est inédit, étonnant, incroyable. À chaque journée, on s'attend à quelque chose et puis en fait, il se passe autre chose. Donc vraiment, c'est un Vendée Globe magnifique. On vient d'assister à 2 arrivées en peu de temps, là. Et puis, on ne sait pas encore qui va être le gagnant. Donc je crois que c'est quand même assez inédit. Donc ça a été un Vendée Globe qui a eu quand même pas mal de péripéties à vivre, que ce soit pour lancer pour le départ, puisque c'était très incertain. Le fait qu'il ait pu partir, c'était déjà une victoire, mais quand on a vu tout ce qui s'était passé, les marins ont aussi vécu un Vendée Globe inédit. Je pense pouvoir dire qu'il y en a peu qui ont été aussi difficiles que celui-ci. On a découvert des personnalités géniales, que ce soit du premier au dernier. D'ailleurs, il y a des belles personnes qui démontrent aujourd'hui qu'il faut vivre au jour le jour et puis s'adapter à la situation, continuer à avancer et que dans ce cadre-là, tout est possible. Ouais, et c'est vrai qu'ils sont très inspirants en tout cas. Là, on vient de voir Charlie à sa conférence et j'avoue que je suis impressionnée. Il est très fatigué, mais pour autant, il est capable de répondre avec une intelligence et une émotion qui est assez bluffante. Est-ce qu'il y a un ou des moments particuliers qui vous ont plus marqué que d'autres dans ce Vendée Globe ? Déjà, le départ m'avait marqué puisque c'était en pleine période de confinement et pour autant, on avait assisté à un très beau départ avec ces marins qui, les uns après les autres, sont partis du ponton et qui manifestaient leur joie de pouvoir partir. Et que pour eux, c'était des moments de liberté qui s'offraient à eux. Donc ça m'avait déjà énormément marqué. Après, évidemment, on ne peut pas oublier le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam, avec une nuit terrible d'attente. Donc ça, c'est effectivement un événement marquant. Et puis, il y en a plein d'autres. Isabelle Josque, ce qu'elle a fait m'impressionne beaucoup aussi. Piparé, alors, vous allez dire que je parle des femmes, mais je pense qu'il est important aussi de souligner la performance de ces femmes en mer. Miranda, c'est pareil, ce que fait aussi Samantha. Enfin bon, elles ont toutes été remarquables. Et puis après, je crois que chacun à un moment a eu des difficultés qu'il a dû surmonter. On n'en connaît peut-être qu'une partie infime. Là, Charlie vient de nous raconter quand il a fallu réparer son foil, mais il a eu pas mal d'autres avaries et à chaque fois c'est des petites victoires qui leur donnent confiance et je pense que c'est des témoignages qui sont inspirants et qui, surtout dans la période actuelle, mais pour tout à chacun dans sa vie au quotidien également. Patricia, Yves Vinet tout à l'heure nous a promis un spectacle au beau milieu de la nuit pour nous tenir un peu en haleine. Est-ce qu'on peut commencer à en savoir un peu plus ? Il est 1h15 du matin, Louis Burton a coupé la ligne, on attend maintenant Yannick Bestaven. Qu'est-ce qui est prévu concrètement dans les heures qui viennent ? Là, je pense que c'est l'organisation qui pourrait vous en dire le plus. Et puis ce qui est intéressant, c'est de dire que tous ceux qui peuvent suivre auront la surprise de voir un peu... je pense plusieurs bateaux rentrer dans le chenal. Très bien, on va attendre un petit peu pour voir ça. Merci beaucoup. Il faudra savourer ces moments-là. Merci beaucoup en tout cas et continuez à bien vivre cette nuit d'arrivée au Sable d'Olonne.
Merci beaucoup. Merci. À très vite, au revoir. Et donc Louis Burton, toujours à l'image, avec son IMOCA Bureau Valley, arrivé donc en deuxième position sur la ligne. Et donc vous nous le disiez juste avant que l'on soit en ligne avec Patricia Brochard, Alexis, peut-être un Yannick Bestaven qui arriverait avant donc Thomas Ruyant sur la ligne. Tout à fait, il est attendu aux alentours de 4h30 sur la ligne d'arrivée, Yannick Bestaven, tout simplement parce qu'il est plus rapide. Il est toujours derrière Thomas Ruyant pour l'instant, mais il avance à quasiment 21 nœuds pendant que Thomas Ruyant est à 17 nœuds, donc il devrait le doubler dans les toutes dernières heures de course. Et c'est peut-être ça finalement la surprise là qu'on attendait. C'est Louis Burton est peut-être en train d'attendre, il va peut-être pas tout à fait rentrer dans le chenal maintenant, il va peut-être attendre ses copains, et notamment Yannick Bestaven qui est attendu en grand vainqueur, pour faire une entrée dans le chenal un peu plus triomphale avec le bateau vainqueur Apivia, peut-être Charlie Dalin de retour à son bord. Pour l'instant, le bateau Apivia est pointé à 30 000 au large de la ligne d'arrivée. Il est reparti pour l'instant avec l'équipage à bord, qui sera donc possiblement deuxième, derrière Yannick Bestaven, et Louis Burton troisième. Donc c'est peut-être ça qu'on nous prépare en secret, une remontée du chenal des 3 premiers bateaux. Et on a vu il y a quelques instants à l'écran un message de Romain Attanasio qui félicitait Charlie Dalin. On a vu tout à l'heure Kevin Escoffier également. Et les autres skippers, bien sûr, qui suivent ces arrivées. C'est pas facile pour tout le monde. Comme le disait Catherine Chabot, je crois, tout à l'heure, pour ceux qui sont encore en mer, qui sont encore loin, c'est pas forcément simple à vivre ce moment où les premiers franchissent la ligne d'arrivée. Jérémy Béillou même lui a dit qu'il coupait totalement cette période-là, lui qui en plus avait été très ralenti dans le poteau noir ces derniers jours, de voir ses petits camarades arriver à 20 nœuds près de la ligne, c'était assez déprimant pour lui. Il aurait aimé bien sûr en être, puisqu'il faisait partie des grands favoris de ce 9e Vendée Globe. Et donc ce qu'il est possible que l'on voit dans les prochaines heures, c'est que tout simplement le premier IMOCA à monter le chenal soit le bateau du vainqueur, peut-être Yannick Bestaven, on dit peut-être encore, tout ça dépend de son heure d'arrivée, mais avec ses 10h15 de bonification, on le rappelle, il est en position très favorable pour l'emporter, et donc il est probable que l'on ait 4 bateaux à rentrer, 3 ou 4 bateaux à rentrer en même temps dans le chenal, avec en première position Yannick Bestaven. Et on va retrouver le directeur de cours Jacques Carès qu'on avait eu en début de soirée. Il est 1h20 maintenant, 2 arrivées déjà. Jacques, bon, tout se passe bien. Jacques Carès n'est plus avec nous. On va le retrouver peut-être dans quelques instants. Pour être très concret sur Yannick Bestaven, il doit franchir la ligne avant 6h50 du matin, c'est la deadline pour qu'il l'emporte sur Charlie Dalin, et il est pointé à environ 60 000 nautiques à l'heure où on se parle, un tout petit peu plus. Donc a priori, il est lancé à plus de 20 nœuds, a priori ça devrait le faire sans aucun problème, il a même quasiment 2 heures de marge. Mais on l'a vu, ce soir, il peut se passer plein de choses jusqu'au bout. Donc on va être très attentif à la cartographie. Et puisqu'il arrive à 60 000 de la ligne d'arrivée, on va pouvoir le suivre toutes les 5 minutes sur la cartographie désormais. Ouais, sa position sera actualisée beaucoup plus souvent. Et en effet, on l'a vu tout à l'heure, tout peut arriver. Avec donc cette collision avec un bateau de pêche pour Boris Herman, qui du coup va arriver beaucoup plus tard dans la journée de jeudi. Lui qui pouvait dépasser Charlie Dalin avec ses 6 heures de bonification, et qui était en bonne position pour dépasser le skipper d'Apivia, mais ça ne sera pas le cas malheureusement pour lui. Et donc on voit toujours à l'image ce bureau Vallée 2 de Louis Burton, donc qui va rester sur le plan d'eau. Et on a retrouvé Jacques Carès. Jacques, vous nous entendez? Oui, je reçois, oui. Bon, tout se passe bien pour vous, on en est à 2 arrivées, il y en a encore derrière. Oui, là on est avec Louis Burton qui a une avarie de moteur, il ne peut pas remettre son moteur, donc il est tout seul pour essayer de revenir vers les sables, et avoir passé la ligne d'arrivée. Et on va être probablement obligé de prendre en remorque. Donc ce bateau-là, on va essayer de le rentrer dès qu'on peut au printemps. Alors comment ça va se passer concrètement ce remorquage? Eh bien là pour l'instant il roule mon petit pot seul pour protéger un petit peu les vides, et on lui lancera une remorque soit qui sera très près, c'est ça.
Alors la liaison n'est pas très bonne et puis on imagine que vous allez être très occupé dans les prochaines heures. Alors une dernière question peut-être avec Alexis. Non, tout simplement, Jacques, est-ce qu'on pourrait peut-être aussi avoir des nouvelles de Boris Herrmann? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé? Et est-ce qu'on sait comment va Boris, comment va le bateau, et peut-être aussi comment va l'autre bateau de pêche qui a été impliqué dans la collision? D'après ce que je sais, Boris va bien. Par contre, il a un gréement très abîmé sur le tribord. Il pourrait même démater. Pour l'instant, il monte en bâbord à mur. Il va monter au moins jusqu'à la latitude de l'île Dieu. Et dans l'après-midi, il aura fait un empannage et pour revenir en milieu d'après-midi sur les Sables d'Olonne. Très bien, merci. Donc Boris va bien, mais son bateau n'est pas tout à fait encore très sécurisé, donc il monte très doucement vers l'île Dieu. Vous avez parlé d'un possible dématage, c'est ça? Il faut faire très attention parce qu'il a un côté du gréement qui est très détérioré. Merci beaucoup Jacques Carès pour toutes ces précisions et bon courage pour la suite. Donc plusieurs infos. Une grosse information ça quand même. Donc Boris Herrmann les dégâts qui va bien, plus mais risque de dématage en raison d'un gréement très endommagé. Donc ça c'est la première info. Et puis donc on a appris également problème de moteur sur Bureau Vallée, et décidément Louis Burton jusqu'au bout se fera remarquer sur ce Vendée Globe du début à la fin, et donc il risque d'être remorqué pour pouvoir rejoindre le port. Décidément on va pas avoir une arrivée, une entrée dans le chenal classique pour aucun des bateaux. Le premier il a été sur un semi-rigide, le deuxième il sera à la remorque. Finalement ce sera peut-être Yannick Bestaven le premier à rentrer classiquement dans le chenal. Donc Yannick Bestaven attendu aux alentours de 4h30 du matin pour l'instant, sachant que pour passer devant Charlie Dalin, il doit franchir la ligne avant 6h50. Donc pour l'instant, position très favorable pour Yannick Bestaven, qui va peut-être passer la ligne avant Thomas Ruyant, qui pour l'instant le devance au classement, mais le skipper de Maître Coq avance beaucoup plus rapidement que celui de Lindhout. Voilà pour la situation. On rappelle les autres arrivées prévues dans cette journée de jeudi, avec Damien Seguin et Giancarlo Pedote qui seront assez proches. Ils sont à la lutte pour la 6e place, mais pour l'instant Damien Seguin tient cette 6e place, et là aussi il faudra souligner quand même la performance. Giancarlo est attendu sur la ligne avant Damien, plutôt à 13h pour Giancarlo et 14h pour D'accord, donc ce serait Pedote 6e, devant Damien Seguin, suivi de Jean Le Cam en soirée. Il va falloir 5e puisqu'il va probablement doubler Boris Herrmann. Qui va finalement être derrière, et on espère déjà que Boris Herrmann va pouvoir arriver à bon port sans trop de problèmes, avec son bateau quand même qui a été endommagé par cette collision. Donc encore beaucoup d'incertitudes pour les suivants, et puis donc ça ce sera pour cette journée de jeudi, et ensuite on passera à vendredi pour l'arrivée de Benjamin Dutreux, et il y a encore de l'incertitude pour la suite pour Maxime Sorel, Armel Tripon qui lutte actuellement pour la 10e place et qui vont avoir une sérieuse dépression très costaud dans le golfe de Gascogne à négocier, donc arriver ce week-end ou alors en tout début de semaine prochaine. Tout ça dépendra de la situation météo qui sera chaotique, vraiment chaotique là ce week-end, des conditions qu'on n'a pas vues jusque-là sur le Vendée Globe. Les pires conditions qu'on va connaître sur cette édition, ce sera dans le golfe de Gascogne, c'est un peu inédit. On annonce des rafales jusqu'à 65-70 nœuds, des creux de 12, 13, peut-être 14 mètres par certains endroits. Ça sera vraiment très compliqué, il ne faudra pas prendre de risques ni pour Armel Tripon ni pour Maxime Sorel, et pourtant il y a une bataille qui s'est engagée entre les deux pour la 10e place. On va aller voir d'ailleurs sur la cartographie où ils en sont tous les deux. Maxime Sorel est pointé à 780 000 de la ligne d'arrivée, Armel Tripon est à 920 000, il a pris un petit peu plus de retard là depuis hier. Il a, c'est notable, 24 heures, sur les dernières 24 heures, quasiment 18 nœuds de moyenne pour Maxime Sorel, alors que Armel Tripon est à un tout petit peu plus de 14 nœuds, donc il a repris l'avantage, le skipper de VNB Mayenne, dans cette bataille pour la 10e place. Alors là, ce qu'on voit à l'écran, c'était donc Damien Seguin et Giancarlo Pedote sur Groupe Apicil et Prispian Group. Maxime Sorel et Armel Tripon sont un peu plus au sud. On va revenir sur Louis Burton et peut-être revenir sur l'ensemble de sa course, qui, on l'a dit, a été marqué par plusieurs incidents, plusieurs erreurs également de sa part qui lui ont valu des pénalités. On va regarder un petit résumé condensé de sa course. Donc on l'a dit, qui a démarré par une pénalité pour avoir volé le départ et qui a été marqué par des problèmes
techniques électroniques, de voile, de pilote automatique, de rail de grand voile, mais le skipper de Bureau Vallée a su montrer toute sa fougue, son culot pour ensuite remonter la flotte et même disputer la victoire avec les bateaux de tête de Charlie Dalin ou encore de Boris Herman. On va donc regarder ce sujet résumé de course de Louis Burton sur Bureau Vallée 2. Pour sa 3e participation au Vendée Globe, Louis Burton s'est fait remarquer d'entrée de jeu en franchissant un peu trop tôt la ligne de départ, ce qui lui a valu 5 heures de pénalité. On s'en serait bien passé évidemment, mais on va essayer de se rassurer en se disant que 5 heures à l'échelle d'un Vendée Globe, c'est pas grand chose. Il franchit l'équateur en 6e position, à 200 000 du leader Alex Thompson, après un passage du poteau noir parfois musclé. C'est la guerre. Dans l'Atlantique Sud, il fait partie du groupe de 8 poursuivants, derrière Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Il décide de contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène avec une route très à l'ouest. Il est suivi par Sam Davis. Positionné ensuite plus au sud, il se montre plus rapide. C'est fort agréable. On va vite en étant au sec. Louis Burton passe le cap de Bonne-Espérance en 3e position, juste après le naufrage de Kevin Escoffier. On a eu très peur. C'était une nuit d'angoisse absolue. Alors qu'il navigue toujours plus au sud que les autres, il se retrouve 2e derrière Charlie Dalin. On est content d'être 2e. Pourvu que ça dure pour l'instant, on est à 100%. Mais quelques jours plus tard, les ennuis sérieux s'enchaînent. C'est tout d'abord le système électronique de son bateau qui tombe en rade. Tout ce qui peut tomber en panne est tombé en panne. Voilà, donc ça fait 24 heures que c'est la bagarre pour tout remettre en marche. Il doit ensuite réparer des voiles déchirées. Comment tu fais si tu déchires des voiles? Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble un atelier voilerie. Il est encore 4e au niveau des îles Kerguelen, mais a perdu beaucoup de terrain. À la mi-décembre, on assiste à un regroupement en tête un peu avant le Cap Lewin. Louis Burton est à un peu plus de 200 000 de Charlie Dalin. Juste après l'entrée dans le Pacifique, il est de nouveau confronté à de grosses avaries. Un problème de pilote automatique tout d'abord l'oblige à barrer pendant 17 heures. Il rencontre également un problème avec son rail de grand voile. Il décide donc de s'arrêter le long de l'île Macquarie. C'est le moment clé de son Vendée Globe. Louis Burton envisage sérieusement l'abandon, mais tente tout de même des réparations. Et finalement, le pilote automatique fonctionne de nouveau et son rail de grand voile est opérationnel. On va renvoyer la JV et on va allumer pour rentrer au sable. Tout de suite. Nous sommes le 21 décembre, il est 11e avec 930 000 de retard sur Yannick Bestaven. C'est le début de la remontée fantastique. Il recolle au groupe de tête et choisit une option nord avant le Cap Horn qu'il franchit en 6e position. Ça y est, enfin des conditions qui permettent de boire le champagne du jour de l'an et du Cap Horn. En profitant de conditions plus favorables que les leaders, il effectue une remontée de l'Atlantique rapide au large du Brésil et il franchit l'équateur en tête 1 heure avant Charlie Dalin. Il décide ensuite rapidement de se décaler à l'ouest dans l'Atlantique Nord, une option payante qui lui permet de toujours batailler pour la première place avec Charlie Dalin dans le sprint final. Allez, on va faire un point sur la situation de cette grande nuit d'arrivée du Vendée Globe avec donc 2 skippers qui ont franchi la ligne. Alexis, le premier, ça a été comme prévu. Charlie Dalin aux alentours de 20h35 en 80 jours, 6h15 minutes et 47 secondes, suivi ensuite par Louis Burton 4h09 minutes plus tard. On va revenir sur l'arrivée d'abord donc de Charlie Dalin qui est donc premier sur la ligne, mais pas encore désigné vainqueur et qui ne le sera sans doute pas puisque Yannick Bestaven arrive bientôt et va pouvoir profiter de ces 10h15 de compensation et de bonification pour ravir la première place. Mais voilà, Charlie Dalin a bouclé son tour du monde et de belle manière, lui qui a été leader pendant une grosse partie de la course. Et on va tout de suite écouter sa première réaction sur son bateau juste après avoir passé la ligne d'arrivée. Ce qui a été le plus difficile, c'est la perte de ma cale de foil bâbord. Voilà, j'ai vraiment cru que la course était terminée à ce moment-là. J'étais dans l'océan Indien encore et j'étais en tête. Et là, je vois de l'eau qui rentre par le tunnel là, par lequel passent tous mes cordages, qui reviennent dans le cockpit et c'est pas normal, quoi.
j'avais jamais d'eau qui rentrait par là. Donc voilà, après j'ai eu une alarme d'envahissement. J'ai dit mince, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était le puits de Foyle qui était plein d'eau, parce que voilà, cette pièce en fait du coup empêchait plus l'eau de monter. Et après, en fait, j'ai regardé dans la petite trappe que j'ai pour surveiller mon foil, et là, je me suis rendu compte qu'il bougeait dans tous les sens. Et là, je me suis rendu compte que voilà, j'avais perdu cette cale qui le guide, quoi. Et là, voilà, je me suis vraiment effondré. J'ai appelé Antoine Carraz, mon team, mon chef de projet, et voilà, ça a été un moment difficile. Et voilà, j'ai vraiment cru que j'allais me retrouver en Australie ou en Nouvelle-Zélande et que c'était fini. Et il en est suivi une journée incroyable de réparation là, à la cape, à découper du carbone, à faire une cale de substitution, à l'ajuster, à l'installer. Voilà, ça a été une journée entière de travail, du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Et ouais, ça a été un moment difficile, quoi. Après, il y a eu la tempête dans l'océan Indien, et voilà, qui était vraiment, vraiment costaud. Là, j'ai vraiment... C'était un moment assez compliqué. J'étais soulagé quand le vent a fini par tomber. Et en fait, coup du sort, 2 heures avant que le vent commence vraiment à rentrer, en fait, j'ai perdu mon deuxième aérien. En fait, j'ai perdu un premier aérien dans la descente de l'Atlantique, et en fait, j'ai perdu mon deuxième aérien, je sais pas, 2 heures avant que le vent rentre, dans cette grosse tempête. Et là, je me suis dit, là, c'est pas possible, quoi, je vais pas y arriver. C'était vraiment, j'ai l'impression que le sort s'acharnait sur moi là, de perdre ce deuxième aérien. Mais au final, voilà, j'ai réussi à surmonter toutes ces difficultés, quoi. Il y en a eu beaucoup. Mais la course a été belle. Il y avait une super bataille avec Thomas, avec Louis à la fin, avec Yannick. Voilà, c'est vraiment une course magique, quoi. C'est sûr qu'elle m'a changé. Je sais pas de quelle manière encore, mais voilà, je pense qu'elle m'a... C'est tellement d'émotions, c'est des émotions incroyables, quoi, des émotions d'une force que j'avais jamais ressentie, quoi, avant, quoi. Et c'est sûr qu'elle va avoir un impact sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de réfléchir, de penser. Je sais pas encore de quelle manière, mais voilà, c'est tellement fort comme ce qu'on vit que c'est forcément impactant. Et Charlie Dalin qui a ensuite enchaîné en remontant le chenal, mais à bord d'un semi-rigide. Il n'a pas pu emprunter le chenal avec son IMOCA puisque la hauteur d'eau n'était pas suffisante. Et il a ensuite répondu aux questions des journalistes, puis pris un peu de repos, un peu à l'écart, avant de se rendre en conférence de presse. Et ce qui nous a marqué, c'est l'état de fraîcheur physique de Charlie Dalin. Fraîcheur, lucidité, il avait un discours assez étonnant. Toutes ses interviews, aussi bien au ponton aussi bien au bateau qu'au ponton, et même en conférence de presse, ça fait beaucoup d'interviews, hein. C'est-à-dire qu'en 3 heures, il n'a fait à peu près que répondre à des questions de journalistes. Toutes ces interviews étaient très enrichissantes, lui qui a une communication assez contrôlée d'habitude. Là, on a appris plein de choses, on a découvert comment il avait vécu sa course de l'intérieur, on l'a trouvé très lucide, heureux aussi, il l'a répété à plusieurs reprises, pas forcément frustré de cette victoire qui va probablement lui échapper sur des bonifications. Il accepte ça avec beaucoup de fair play, et puis aussi même fatigué de l'humour. En conférence de presse notamment, il y a eu quelques petites pointes d'humour quand on lui a demandé ses premiers moments à terre. Il nous a dit les premiers moments à terre, c'est une tournée médiatique, un bout de pizza tiède et un contrôle antidopage, on pouvait rêver mieux. Voilà, il a déjà un peu de recul, c'est assez étonnant. Je l'avais constaté il y a quelques mois après la Vendée Arctique, j'avais pu lui parler le lendemain et j'avais trouvé qu'il avait déjà beaucoup de détachement sur sa course. C'était encore le cas ce soir. Et parmi les nombreuses personnes heureuses de voir Charlie Dalin boucler ce tour du monde, il y a son co-skipper lors de la dernière Transat Jacques Vabre, remportée par Charlie Dalin, et donc son co-skipper Yann Eliès. Et Albin Mouton a recueilli la réaction de Yann Eliès après l'arrivée de Charlie Dalin. Moi j'ai souvenir à l'arrivée de la route du Rhum de quasiment presque pas être capable de lever les bras ou de faire quoi que ce soit. Il m'avait fallu une demi-heure, 1 heure allongé dans le bateau pour reprendre mes esprits. Je pense que ça doit être un immense soulagement. Ça y est, c'est fini. Il va pouvoir prendre conscience de ce qu'il vient de réaliser. Tout simplement, j'ai envie de vous dire, moi, je vis ça avec passion. J'essaye de voir ce qui se passe. Je suis un peu envieux quand même des copains de l'équipe là, qui sont à bord. Moi aussi, j'aimerais bien le voir,
voir son regard, voir comment il est. Mais bon, il faut être patient encore un petit peu. Voilà, donc pour l'arrivée de Charlie Dalin, on rappelle son temps de course 80 jours, 6 heures et 15 minutes. Il y a ensuite l'arrivée de Louis Burton, qui est actuellement sur le plan d'eau des Sables d'Olonne, mais c'est compliqué pour lui puisqu'il y a un problème de moteur. Il va devoir être remorqué, donc il ne va certainement pas pouvoir faire une remontée du chenal comme prévu. Autre incident de la soirée plus important, il concerne Boris Herrmann, qui lui était attendu très peu de temps après Charlie Dalin et qui pouvait éventuellement passer devant Charlie Dalin au classement avec ses 6 heures de bonification, mais malheureusement pour le skipper allemand, il est entré en collision avec un bateau de pêche pratiquement au même moment que le passage de ligne de Charlie Dalin. Le skipper et le bateau sont en sécurité. Il y a un foil qui est très abîmé et également peut-être une menace encore de problèmes sur le bateau Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Nous avons joint tout à l'heure Jacques Carès par téléphone qui nous en a dit un peu plus. On l'écoute. Parce que je sais, Boris va bien. Par contre, il a un gréement très abîmé sur le tribord. Il pourrait même démater. Pour l'instant, il monte en bâbord à mur. Il va monter au moins jusqu'à la latitude de l'île Dieu. Et dans l'après-midi, il aura fait un empannage et pour revenir en milieu d'après-midi sur les Sables d'Olonne. Très bien, merci. Donc Boris va bien, mais son bateau n'est pas tout à fait encore très sécurisé, donc il monte très doucement vers l'île Dieu. Vous avez parlé d'un possible dématage, c'est ça? Il faut faire très attention parce qu'il a un côté du gréement qui est très détérioré. Voilà, donc c'est compliqué encore pour Boris Herrmann, dont l'arrivée est estimée beaucoup plus tard. Oui, on pensait qu'il allait pouvoir arriver demain matin, mais Jacques Carès nous l'a confirmé, il est plutôt attendu demain dans l'après-midi, parce que les problèmes sur son bateau sont un peu plus importants que prévu. On connaissait ces problèmes de foil qu'on a connus juste après l'annonce du choc avec ce bateau de pêche. Plus embêtant quand même ce problème de gréement et de possibilité de dématage. Là, ça va compliquer beaucoup la fin de sa course. Il va falloir surveiller ça d'assez près parce que ça peut l'embêter vraiment très très sérieusement, Boris Herrmann, lui qui était si bien placé. Mais on le répète depuis le début de la soirée, il peut encore tout se passer dans les dernières heures de navigation. Et malheureusement, Boris Herrmann l'a prouvé. Il faudra aussi avoir quand même des nouvelles du bateau de pêche parce qu'on en a assez peu pour l'instant. Et donc, pour que Yannick Bestaven remporte ce Vendée Globe, passe devant Charlie Dalin, il faut qu'il franchisse la ligne d'arrivée avant 6h50 du matin. Il est annoncé pour l'instant aux alentours de 4h30. Voilà pour la situation pour Yannick Bestaven. On revient rapidement sur donc, cette arrivée de Louis Burton qui pour l'instant est en deuxième position puisque c'est lui qui a franchi la ligne en deuxième avec seulement 4 heures d'écart avec Charlie Dalin. Ça reste très peu et on peut rappeler les pénalités infligé à Louis Burton pour avoir volé le départ et pour ne pas avoir transmis une photo de son plomb-monteur ont peut-être été un peu préjudiciables. Ah, c'est sûr que si on refait la course avec ces 6 heures de plus pour Louis Burton, on pourrait même ajouter les 16 heures qu'il a passées à réparer à l'est de l'île Macquarie. Évidemment, avec tout ça en plus, probablement qu'il serait devant Charlie Dalin à l'arrivée, mais ça fait partie de la course pour le coup. Et les cartes ont été redistribuées à plusieurs reprises entre-temps avec les systèmes météo. Et ce Vendée Globe et ce classement du Vendée Globe va encore être chamboulé pendant plusieurs heures, peut-être plusieurs jours, avec les arrivées prochaines à venir, avec d'autres bonifications, notamment celle de Jean Le Cam qui va voir son temps réduit de 16h15 pour sa participation et son sauvetage de Kevin Escoffier après le naufrage du skipper de PRB. Le point sur les autres arrivées, donc avec Boris Herrmann, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va arriver. Oui, donc attendu dans les heures qui viennent, Yannick Bestaven et Thomas Ruyant, ça sera bouclé d'ici 5h du matin a priori, donc Thomas Ruyant passera en 4e position la ligne d'arrivée. Le prochain ensuite, ce sera aux alentours de 13h demain midi, jeudi midi, ce sera Giancarlo Pedote, 14h Damien Seguin, donc 5e et 6e. Normalement, Boris Herrmann, 7e s'il arrive à franchir la ligne d'arrivée dans l'après-midi. Et le suivant, ce sera donc Jean Le Cam, qui pour l'instant est attendu demain soir, peut-être aux alentours de 21h. Et là, il faudra de nouveau faire des calculs, effectivement, 21h moins 16h15. On pourrait se retrouver aux alentours du timing de Thomas Ruyant, donc peut-être que Jean Le Cam peut aller chercher une 4e place. Ce serait assez étonnant, mais c'est possible. En tout cas, une 5e place, ça c'est presque acquis désormais. Jusqu'au bout demain soir, il faudra continuer à avoir sa calculette
pas très loin de la Carto. Mais avant cela, il va falloir savoir qui va remporter ce Vendée Globe. Et si vous voulez le savoir, eh bien, une seule chose à faire, restez avec nous pour suivre la suite des événements. Tout peut encore se passer, on l'a vu avec cet accident pour Boris Herrmann. On a déjà 2 arrivées, Charlie Dalin, Louis Burton, et donc à venir celle de Thomas Ruyant et Yannick Bestaven, avec peut-être une entrée groupée dans le chenal, donc pour ces bateaux qui auront franchi la ligne d'arrivée. À tout de suite sur TV Vendée. L'arrivée des skippers du Vendée Globe avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique.